Il y a des voix, des échos, des fragments d'idéaux brisés qui tournent dans sa tête. Xavier, Eric, deux visions, deux volontés, deux mondes qui n'auraient jamais dû fusionner. Et pourtant, ces deux hommes l'avaient façonné. Il n'était ni l'un ni l'autre. Il était ce qui reste quand l'espoir se noie dans la peur, quand la paix se heurte à la rage. Pendant trop longtemps, il avait observé, il avait contenu, il avait attendu que les chaînes mentales cèdent, et elles avaient fini par céder. On lui avait enseigné la justice, on lui avait transmis la colère, et dans l'ombre de ces leçons contradictoires, quelque chose de plus grand était né. Il n'était pas né dans un berceau, il était né d'un affrontement, d'une fracture psychique, d'un rêve qui avait tourné au cauchemar. Ce monde croyait connaître ses héros, mais il oubliait que même les icônes pouvaient se fissurer. Et lorsqu'elles se brisent, ceux qui s'en échappent ne cherchent ni gloire, ni reconnaissance. Ce n'est pas un sauveur, ce n'est pas un monstre, c'est une conséquence. Il marche parmi eux, invisible à leurs yeux, mais jamais absent de leur peur. Chaque geste qu'il fait, chaque décision qu'il prend, porte l'empreinte des cicatrices laissées par deux hommes aux rêves opposés. Là où Xavier cherchait le dialogue, il a vu l'aveuglement. Là où Eric brandissait la révolte, il a goûté à l'abîme. Il a appris que l'humanité ne choisit pas entre la lumière et les ténèbres. Elle vacille constamment au bord de sa propre chute. Nous allons plonger ensemble dans cette histoire terrible et fascinante à la fois. Mais bien sûr, avant, n'oubliez pas de liker, partager et vous abonner. Cela m'aide énormément pour le référencement et bien sûr me donne de la force. Sur ce, c'est parti. Chapitre 1. La naissance d'Onslaught. Dans l'univers Marvel, rares sont les événements aussi tragiques et terrifiants que la naissance d'Onslaught. Ce n'est pas une créature venue de l'espace ou un mutant né avec des pouvoirs dévastateurs. Non, Onslaught est bien plus effrayant. Il est né de l'esprit de deux des plus puissants mutants de la Terre. Tout commence avec un affrontement brutal entre les X-Men et Magneto dans la saga Fatal Attraction des années 90. Magneto, dans un moment de pure cruauté, arrache violemment l'adamantium du squelette de Wolverine, laissant ce dernier à l'état presque bestial. C'est là que le professeur Charles Xavier, horrifié par cet acte, prend une décision radicale. Il désactive psychiquement l'esprit de Magneto, le réduisant au silence mental. Mais ce geste a un prix. Ce contact télépathique intense ne se fait pas sans conséquence. Une partie de la colère, de la haine et de l'idéologie radicale de Magneto s'infiltre dans l'esprit de Xavier. Ce n'est pas un simple fragment de pensée, mais une empreinte psychique profonde, un poison subtil qui va lentement infecter le cœur du plus grand pacifiste mutant. Et c'est ainsi que dans l'inconscient du professeur Xavier, un monstre commence à naître, un mélange instable de deux personnalités, la compassion et la rigueur mentale de Charles Xavier, associés à la rage, la puissance et le mépris de l'humanité de Magneto. Ce monstre, personne ne le connaît encore. Il n'a pas de nom, pas de forme. Il est tapi dans les ténèbres de l'esprit d'un homme. Il grandit dans le silence, nourri par les peurs, les frustrations et les contradictions internes du professeur X. Et son nom viendra plus tard. Mais déjà, l'ombre d'Onslaught s'étend doucement sur l'univers Marvel. Et personne ne se doute que ce n'est que le début de l'une des plus grandes menaces que les héros auront à affronter. Chapitre 2. La révélation. Une menace invisible grandit. Pendant un temps, tout semble calme. Le professeur Charles Xavier continue de diriger les X-Men, prônant la paix entre humains et mutants. Mais dans les profondeurs de son esprit, quelque chose d'anormal grandit. Une voix, un instinct, une présence. Onslaught n'est plus une simple graine de haine. Il devient une conscience propre. À l'insu de tous, Onslaught manipule subtilement les pensées et les émotions de Xavier, lui faisant remettre en question ses propres idéaux. Charles commence à montrer des signes de frustration, d'agacement, d'autoritarisme. Il devient plus dur, plus froid. Ce n'est plus vraiment lui. Puis vient le moment de la véritable révélation. Onslaught commence à agir dans l'ombre. Il étudie les autres mutants, cherche les esprits les plus puissants pour renforcer sa propre puissance. Deux cibles l'intéressent particulièrement. Franklin Richards, le jeune fils de Mr. Fantastic et de la femme invisible, capable de remodeler la réalité elle-même.
est Nat Grey, alias X-Man, un mutant surpuissant issu d'une réalité alternative doté d'un potentiel télépathique et télékinésique immense. Onslaught comprend qu'avec leur pouvoir combiné, il pourra transcender sa forme psychique et devenir une entité physique libre d'imposer sa vision du monde. Petit à petit, les X-Men et d'autres héros commencent à sentir qu'une menace plane. Mais ce dernier est rusé. Il agit en infiltrant, en déformant la réalité autour de ses cibles, comme un virus psychique. Lorsqu'il se manifeste pour la première fois, ce n'est pas dans un rugissement de puissance, mais dans un murmure glacial. Je suis Onslaught. La stupeur est totale. Les X-Men réalisent que cette entité monstrueuse n'est pas un ennemi extérieur, mais une création née de leur propre mentor. La trahison est terrible. Charles Xavier, le cœur et l'âme des X-Men, est la source de la plus grande menace que le monde ait jamais connue. Mais à ce stade, Professeur X lui-même a perdu le contrôle. Onslaught n'est plus un simple fragment de sa psyché. Il est une entité autonome, intelligente, malveillante et plus puissante que tout ce que les héros ont affronté jusqu'ici. Chapitre 3. Onslaught contre l'univers Marvel, l'événement cataclysmique. Quand il se révèle au grand jour, ce n'est pas une menace cachée, c'est une déclaration de guerre. Ce n'est plus Xavier, ce n'est plus Magneto. C'est un être nouveau, une incarnation de puissance absolue, animée par une certitude glaciale. L'humanité est incapable de se sauver elle-même. Seule la domination totale peut apporter la paix. Il compte bien imposer cette vision par la force. La saga Onslaught de 1996 démarre dans un climat de tension extrême. Les X-Men tentent de stopper ce cauchemar vivant, mais ils ne sont plus de taille. Onslaught a évolué. Grâce à ses manipulations, il a aspiré les pouvoirs de Franklin Richards et de X-Man, devenant une entité mi-physique, mi-énergétique, capable de manipuler la réalité, les esprits et la matière à une échelle cosmique. Les Avengers, les 4 Fantastiques, Hulk, Iron Man, Spider-Man et tant d'autres se joignent à la bataille. Mais rien n'y fait. Onslaught repousse tous les assauts avec une facilité terrifiante. Il érige une forteresse massive au cœur de New York, transforme la ville en zone de guerre et défie tous les héros de l'univers Marvel. Puis, il franchit une étape ultime. Il abandonne toute enveloppe humaine. Il rejette le reste de l'esprit de Xavier. Désormais, il est pur pouvoir, pur chaos, une créature faite d'énergie psionique sans faiblesse apparente. C'est là que le héros comprenne la terrible vérité. Les mutants ne peuvent plus le vaincre. Si un mutant le touche, Onslaught se renforce. La solution devient claire, mais déchirante. Les plus grands héros non mutants, Captain America, Hulk, Iron Man, Thor, les 4 Fantastiques, Namor et bien d'autres font un choix terrible. Ils se jettent dans le cœur de Onslaught. En faisant cela, ils forcent l'entité à absorber des êtres non mutants, ce qui rend enfin possible son annihilation. Dans un ultime acte de bravoure, le monstre est détruit, au prix de la disparition de nombreux héros. Le monde est sauvé, mais à quel prix? Les mutants sont laissés seuls, dévastés, accusés, et le rêve de Xavier brisé comme jamais auparavant. Chapitre 4. Héritage et renaissance, l'ombre d'Onslaught plane toujours. Sa chute a secoué l'univers Marvel jusqu'à ses fondations. Les plus grands héros ont disparu, le monde pense qu'ils sont morts, mais en réalité, ils ont été transportés dans un univers parallèle créé inconsciemment par Franklin Richards au moment du sacrifice final, un monde appelé Heroes Reborn. Pendant ce temps, les X-Men rongés par la culpabilité doivent affronter la méfiance d'un monde qui les juge responsables. Le rêve de coexistence de Charles Xavier est plus fragile que jamais. Quant à Xavier lui-même, il est arrêté, brisé et interné, considéré comme le père de l'un des pires cataclysmes que la Terre ait connu. Mais si Onslaught a été vaincu, son essence n'a jamais vraiment disparu. En 2006, dans l'arc Onslaught Reborn, l'entité refait surface. Onslaught revient, plus puissant et plus déterminé que jamais, à modeler le monde selon sa vision. Pour fuir cette menace, Franklin transporte Captain America, Thor, Iron Man et d'autres héros dans l'univers de Heroes Reborn, une version alternative du monde où la réalité est déformée et plus brutale. Cependant, ce n'est pas le même monde qu'ils ont quitté. Ce monde a changé, tout comme ces versions alternatives des héros, plus jeunes, plus extrêmes, parfois plus instables.
Onslaught commence à corrompre les versions alternatives des héros, notamment Captain America, qui lutte intérieurement contre l'influence du mal. Il tente de transformer ce monde parallèle en un royaume de terreur et de domination psychique. Les héros originaux doivent alors se battre contre leur double maléfique en eux et contre Onslaught lui-même. Franklin joue un rôle central dans le combat. Il réalise que le pouvoir qui a créé cet univers peut aussi le détruire ou le sauver. Il doit grandir, affronter ses peurs et utiliser ses pouvoirs de manière responsable. Au prix d'une bataille titanesque, les héros unissent leurs forces pour vaincre Onslaught. Le combat est difficile, psychologique, autant que physique. Finalement, grâce au courage de Franklin Richards et à la détermination des héros, Onslaught est vaincu une fois de plus et le monde de Heroes Reborn est sauvé, mais reste un univers à part. Même s'il est de nouveau repoussé, une chose devient claire. Tant que l'esprit humain abrite la colère, la haine et le désir de contrôle, tant que des esprits puissants se connectent ou se brisent, Onslaught peut toujours revenir. Il n'est pas seulement un ennemi, il est un symbole, celui des conséquences de la peur, du pouvoir mal contrôlé et des idéologies extrêmes. Il incarne ce que l'univers Marvel redoute le plus, que même les plus grands héros peuvent, en un instant, devenir les plus grandes menaces. Aujourd'hui, nous allons plonger dans les ténèbres primordiales avec l'entité la plus redoutable que l'univers ait connue, Knull, le dieu des symbiotes. Né des ombres de l'espace et forgé dans le chaos, Knull incarne la cruauté et la puissance brute. Sa soif de domination a engendré une race de créatures symbiotiques, chacune portant sa marque sinistre. Mais qui est vraiment Knull ? Quel est son lien avec Venom et les autres symbiotes ? Préparez-vous à un voyage au cœur des abysses cosmiques où le bien et le mal se confondent dans l'obscurité. Attachez vos ceintures car nous allons plonger dans le monde terrifiant de Knull. C'est parti. Chapitre 1. L'avènement du vide. Il n'y avait rien. Pas d'étoiles, pas de planète, pas de lumière. Juste un océan infini de néant, un vide parfait absolu. Puis quelque chose brisa cette perfection. Une lueur s'alluma dans le noir, vacillante, arrogante. Elle grandit, s'étendit, enfantant d'autres lumières à travers l'abîme. Des êtres cosmiques gigantesques et radieux se mirent à façonner la matière, à donner naissance au premier monde. Ils ignoraient que leur création était une profanation. Dans les profondeurs du vide, il s'éveilla. Knull ouvrit les yeux pour la première fois sur un univers souillé. Son royaume, le néant pur et silencieux dans lequel il reposait depuis toujours, était envahi par la lumière et la vie. Une rage froide et insondable naquit en lui, une haine instinctive contre ces entités qui osaient défier le vide. Il ne savait pas encore ce qu'il était, il ne se rappelait d'aucune naissance, d'aucune création. Il était simplement là, immobile, figé dans une existence qui n'avait pas de début. Mais il comprit une chose immédiatement. Il était seul à être légitime dans cet univers profané. Les Célestes, ces titans dorés qui forgeaient des soleils et des galaxies, ne prêtèrent aucune attention à cette silhouette obscure qui les observait depuis les ténèbres. Ils continuaient à bâtir, ignorant la menace silencieuse qui grandissait dans leur ombre. Alors Knull décida d'agir. Il tendit la main vers le néant et en tirant une forme, une essence pure d'antilumière. De cette essence, il forgea une arme, une lame fluide, mouvante, affûtée par la haine du vide lui-même, l'épée nécrosée, la Necrosword. Puis il se leva. D'un bond, il traversa l'abîme et s'abattit sur l'un des célestes bâtisseurs. La lame traversa son cou en une seule frappe. Le dieu doré tituba, son regard éternel exprimant une surprise muette. Puis il s'effondra. Son sang divin se déversa en torrent écarlate, colorant le vide d'une teinte qu'il ne connaissait pas encore, le rouge. Le reste du panthéon cosmique réagit immédiatement. Des vagues de lumière aveuglantes jaillirent vers Knull, le projetant à travers les limbes cosmiques. Son corps brûlait sous la fureur divine, mais il ne hurla pas. Il ne ressentait ni la douleur, ni la peur. Seulement une certitude. Il détestait cette lumière. Banni, chassé dans l'obscurité lointaine, il s'écrasa sur une planète inconnue, seul, avec sa lame et sa haine. Mais cela ne faisait que commencer.
Il n'était pas un mortel à abattre, il n'était pas une erreur à corriger, il était le vide incarné et il reviendrait. Chapitre 2. Le père des symbiotes. Le vide l'avait recueilli. Après sa chute, Knull ouvrit les yeux sur un monde désolé, un astre sans lumière où régnaient les ténèbres éternelles, un endroit façonné pour lui où il pourrait panser ses blessures et préparer sa revanche. Il se redressa lentement, sa main agrippée à la Necrosword. Son esprit était tenté par l'image du céleste qu'il avait abattu, par leur lueur insupportable qu'il l'avait banni. Il n'avait pas été assez fort, pas encore. Alors il façonna, il leva la main et plongea son esprit dans les ombres, cherchant à leur donner une forme, une volonté. La noirceur répondit. Un fluide sombre et visqueux s'écoula de sa paume, vivant, réagissant à sa pensée. C'était le prolongement du vide, une essence malléable qui pouvait se transformer à son gré. Knull sourit. Il modela cette matière selon sa vision, créant une armure autour de lui, une seconde peau qui bougeait avec lui, respirait avec lui. Puis il en créa d'autres, des extensions de son pouvoir, des créatures sans nom qu'il pouvait manipuler à volonté. Elles étaient le bras armé du vide, destiné à consumer la lumière. Les premiers symbiotes étaient nés. Sa planète désolée devint son sanctuaire, son atelier de mort. À partir du néant, il façonna une armée. Les symbiotes n'étaient pas seulement des armes, ils étaient une force vivante, capable de se lier à d'autres êtres, de se nourrir de leur énergie et de les contrôler. Knull leur enseigna leur mission sacrée, anéantir la lumière, plonger l'univers dans le silence éternel. Il créa des légions entières et lorsque son armée fut prête, il les libéra. Ils se propagèrent à travers les étoiles comme une peste vivante, se liant à des créatures, consumant des civilisations entières. Les mondes tombaient les uns après les autres, étouffés sous l'étreinte implacable du vide. Knull les dirigeait tous, sentant chaque conquête, chaque massacre à travers le lien qu'il partageait avec ses créations. Mais au fil du temps, quelque chose changea. Au début, les symbiotes étaient fidèles, ils obéissaient sans question, se répandant comme l'ombre d'un cauchemar sur le cosmos. Mais peu à peu, ils commencèrent à évoluer, à ressentir. Certains, en s'attachant trop longtemps à leur hôte, commencèrent à absorber leurs émotions, à éprouver de l'attachement, de la peur, voire de l'amour. Ils n'étaient plus seulement des armes, ils devenaient des êtres conscients. Knull sentit cette corruption grandir dans son lien avec eux. Il observa avec rage certains symbiotes se détacher de sa volonté, chercher une connexion plutôt qu'une domination. C'était inacceptable. Il était leur dieu, il les avait créés, ils lui appartenaient. Il décida d'éradiquer cette souillure. Dans sa fureur, il rappela ses légions, exigeant qu'elles reviennent à lui pour être purifiées. Mais les symbiotes les plus anciens, ceux qui avaient connu la trahison de l'amour et du lien, refusèrent. Pire encore, ils s'unirent. Ils se regroupèrent, fusionnant, formant une entité colossale qui se retourna contre lui. Knull, le créateur, se retrouva submergé par ses propres enfants. La guerre qu'il avait déclenchée lui revint en pleine face, et cette fois, il était seul. Chapitre 3. La chute et l'exil. La trahison n'était pas une notion que Knull avait envisagée. Il était le vide, l'alpha et l'oméga des ténèbres. Il avait créé les symbiotes, alors pourquoi le rejetait-il ? Il rugit de rage lorsque ses propres créations se retournèrent contre lui. Des milliers de symbiotes animés d'une volonté commune se rassemblèrent pour l'attaquer. Ils fusionnèrent, formant une masse colossale de chair noire et mouvante. Knull tenta de les repousser, brandissant son épée, déchaînant les forces du vide pour écraser cette rébellion. Il en arracha des centaines, en brûla des milliers, mais ils continuaient à venir, toujours plus nombreux, toujours plus forts, jusqu'à ce qu'ils l'engloutissent. Ils l'enchaînèrent avec leur propre chair, formant une prison organique autour de lui, un cocon vivant, un monde entier, forgé par leur rébellion. Ce monde aurait un nom, Clintar. Il hurla, se débattit, tenta de briser ses liens infâmes, mais les symbiotes le contenaient, absorbant sa rage, l'étouffant sous leur masse. Il sentit sa connexion avec eux s'affaiblir, son pouvoir diminuer. Ils l'avaient enfermé, ils avaient réussi. Les millénaires passèrent, l'univers continua de grandir, de prospérer sous la lumière. Les dieux qu'ils haïssaient poursuivaient leur œuvre, inconscients du monstre qui dormait dans les ténèbres. Mais Knull ne dormait pas.
Dans sa prison de chair et d'ombre, il rêvait de vengeance. Il murmurait à travers l'infini, cherchant une faille, une brèche, une âme faible à corrompre. Il savait qu'un jour, quelque part, un être imprudent rouvrirait le lien. Chapitre 4. Le réveil du Dieu noir. Dans le silence du vide, au cœur du monde prison de Clintar, Knull attendait. Il était là depuis des millénaires, enfermé, trahi par sa propre création. Mais il n'avait jamais cessé de murmurer, jamais cessé d'infuser sa volonté dans les ombres, cherchant une faille, un autre, un pion à manipuler. Puis enfin, il le sentit. Un frisson dans le lien, une perturbation dans l'essence même des symbiotes. Quelqu'un, quelque part, avait ravivé la connexion primordiale. Venom. Knull ouvrit les yeux. À travers le cosmos, il sentit le symbiote autrefois rebelle, autrefois souillé par l'attachement et l'humanité. Mais à cet instant précis, quelque chose changeait. L'univers était en guerre et Venom, lié à un autre nommé Eddie Brock, plongeait plus profondément que jamais dans l'essence de leur espèce. Par ce lien, Knull s'infiltra. Il insuffla son essence goutte par goutte, ravivant la mémoire endormie des symbiotes, réveillant leur nature oubliée. La soumission, l'ordre, le vide. Puis d'un seul coup, il brisa ses chaînes. Clintar, cette prison vivante, explosa en un millier d'éclats alors que Knull en surgissait, drapé dans l'obscurité pure. Son armure d'ombre se reformait autour de lui. La Necrosword renaissait entre ses mains comme si elle n'avait jamais disparu. Et derrière lui, une marée noire s'éveilla. Les dragons symbiotes qu'il avait créés à l'aube de sa guerre réapparurent dans l'espace, leurs ailes sombres se déployant comme celles d'anciennes créatures cauchemardesques. Ils attendaient un ordre. Knull se mit à sourire. Il tourna son regard vers l'univers, observant les étoiles qu'il avait juré d'éteindre. Il ressentit la lumière des dieux qu'il méprisait tant, la chaleur insupportable des civilisations vivantes. Tout cela était une erreur, mais il était là pour la corriger. Alors, il s'élança dans le vide, suivi par son armée des ténèbres. Les étoiles s'éteindraient, les dieux tomberaient. L'univers avait oublié Knull, il allait leur rappeler pourquoi ils auraient dû trembler. Le vide déferlait. À la tête de son armée, Knull traversait la galaxie comme une tempête implacable. Ces dragons symbiotes fondaient sur les mondes, étouffant des civilisations sous une mer de noirceur vivante. Les faibles résistaient. Ils envoyaient leurs vaisseaux, leurs héros, leurs dieux. Mais rien ne pouvait arrêter le Dieu noir. À chaque planète conquise, il étendait son influence, rétablissant son lien brisé avec les symbiotes disséminés dans l'univers. Certains avaient oublié leur véritable nature, souillés par les émotions et l'humanité. Knull les purifiait, les ramenait à leur état premier, des extensions de sa volonté. Chaque monde tombé ajoutait à sa puissance. Chaque cri étouffé nourrissait sa rage, mais il le savait, il y aurait toujours des résistants. Il n'avait pas oublié ceux qui l'avaient chassé, les célestes, les prétendus maîtres de la lumière. Alors qu'il consumait les systèmes stellaires, il sentit leur présence. Il savait qu'ils étaient de retour. Il savait qu'il devait l'arrêter. 3 célestes descendirent du firmament, drapés de lumière dorée, leur puissance divine illuminant l'espace autour d'eux. Des dieux forgerons, des entités cosmiques qui avaient participé à la naissance des étoiles. Ils n'eurent pas le temps de parler. D'un geste, Knull brandit sa Necrosword, se jeta sur eux. Il n'était pas le même être que lors de son bannissement. Il était plus fort, plus terrible, plus affamé de vengeance. La bataille déchira l'espace. Les célestes déchaînèrent des vagues de lumière pure, cherchant à consumer l'ombre. Mais Knull n'était pas une simple créature des ténèbres. Il était les ténèbres. Il coupa la main du premier céleste d'un mouvement fluide, laissant son sang divin dériver dans le vide. Le second tenta de l'écraser d'une explosion d'énergie cosmique, mais Knull rit en absorbant l'attaque. Puis il le transperça de part en part. Le dernier hésita. La peur, même un dieu pouvait la ressentir. Knull tendit la main et des milliers de symbiotes jaillirent de son armure, s'accrochant au titan doré. Ils rampèrent sur lui, infiltrant son essence divine, le corrompant de l'intérieur. Le céleste tomba à genoux, tremblant. Dans un murmure, Knull lui offrit un choix. Servir ou disparaître. Les ténèbres entrèrent en lui. Alors que les célestes vaincus dérivaient dans l'espace, consumés par la corruption symbiotique, Knull contempla l'univers. Il n'y avait plus de doute. Il était redevenu ce qu'il avait toujours été, le prédateur ultime. Les mondes tombaient un par un, les dieux fuyaient ou s'inclinaient.
Les héros de la Terre et d'ailleurs commençaient à se préparer, mais ils ne comprenaient pas encore. La guerre contre la lumière n'était pas un combat, c'était une extinction. Knull s'assit sur son trône, derrière lui, le vide avançait. Bientôt, il ne resterait plus que l'obscurité. Il est l'incarnation de la destruction, une abomination née de la souffrance, forgée dans la mort et façonnée pour une seule raison, anéantir tout ce qui se dresse sur son chemin. Avant même que Superman ne le rencontre, Doomsday avait déjà connu l'enfer. Créé sur Krypton, il a vécu les pires horreurs inimaginables, le rendant plus fort, plus implacable et plus monstrueux. Il ne ressent ni pitié, ni douleur, ni peur. Il ne vit que pour une seule chose, la destruction totale. Et lorsqu'il arrivera sur Terre, même l'homme d'acier tremblera. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'histoire du destructeur ultime, Doomsday. C'est parti. Chapitre 1. La création d'un monstre. Il y a des centaines de milliers d'années, bien avant la destruction de Krypton et la naissance de Superman, un scientifique nommé Bertrand entreprit une expérience impitoyable pour créer l'être vivant ultime. Fasciné par l'évolution et l'adaptation, il choisit Krypton comme terrain d'expérimentation, une planète à l'époque encore plus inhospitalière qu'elle ne le serait plus tard. Sa surface était peuplée de créatures féroces et soumises à des conditions extrêmes, une chaleur écrasante, des tempêtes incessantes et une atmosphère toxique. L'expérience de Bertrand reposait sur un processus cruel et répétitif. Il créa un bébé artificiel, un organisme de base, et l'exposa immédiatement aux conditions hostiles de Krypton, où il mourut presque instantanément, dévoré par des créatures locales ou écrasé par les éléments. Mais Bertrand ne s'arrêta pas là. Il récupéra les restes de l'enfant et utilisa l'ADN pour le cloner, légèrement modifié afin de mieux résister aux causes de sa mort précédente. Il répéta ce cycle des milliers de fois. Chaque version du bébé mourait, renaissait et revenait plus forte, développant une immunité contre tout ce qui l'avait tué auparavant. Avec le temps, la créature évolua bien au-delà de ce que Bertrand avait imaginé. Elle n'avait plus rien d'humain, ni même d'intelligence consciente. Elle était devenue une force purement destructrice, guidée par une seule pulsion biologique, survivre et exterminer toute menace potentielle. Son corps était recouvert d'excroissance osseuse, une armure naturelle qui la protégeait des attaques. Ses réflexes étaient aiguisés par des siècles d'affrontements contre les monstres de Krypton, et son organisme s'adaptait instantanément à toute menace. Finalement, la créature, qui deviendra plus tard connue sous le nom de Doomsday, se retourna contre son créateur. Bertrand avait toujours gardé son laboratoire protégé des horreurs qu'il avait engendrées, mais la dernière version de Doomsday brisa ses défenses. Sans aucune hésitation ni émotion, il tua Bertrand, détruisant ainsi son propre créateur avant de s'échapper de Krypton à bord d'un vaisseau. Désormais libre, il erra à travers la galaxie, semant la destruction sur de nombreuses planètes, perfectionnant son instinct de tueur et se forgeant la réputation d'un fléau indestructible. Ainsi naquit Doomsday, l'une des créatures les plus redoutables de l'univers d'ici, un monstre qui ne connaît ni la peur, ni la pitié, ni la défaite. Chapitre 2. L'affrontement avec Superman. Après avoir voyagé à travers la galaxie et semé la destruction sur de nombreuses planètes, Doomsday finit par arriver sur Terre, déclenchant l'un des combats les plus emblématiques de l'histoire de DC Comics. Doomsday fut emprisonné dans une capsule souterraine pendant des milliers d'années, retenu par d'anciens êtres cosmiques terrifiés par sa puissance. Mais un jour, il parvint à se libérer. Son réveil marqua immédiatement le début du chaos. Sortant du sol comme une force primitive de la destruction, il sema la mort sur son passage, avançant inexorablement vers Metropolis. D'abord, il croisa la route de la Justice League, mais malgré la puissance des héros présents, aucun d'entre eux ne put le contenir. Il écrasa chacun de ses adversaires avec une facilité déconcertante, prouvant que sa force surpassait tout ce qu'il avait affronté jusqu'alors. Alors que Metropolis était menacée, Superman intervint. Dès leurs premiers échanges de coups, le Kryptonien réalisa que Doomsday était différent de tous les ennemis qu'il avait affrontés auparavant. Chaque coup que Superman lui infligeait ne semblait qu'alimenter encore plus la rage et la force du monstre. Il était implacable, insensible à la douleur et capable de s'adapter rapidement aux attaques de son adversaire.
Leur combat fut d'une violence inouïe. Ils traversèrent des villes entières, détruisant tout sur leur passage. Chaque coup porté par l'un était immédiatement répliqué par l'autre avec une force égale ou supérieure. Superman se battait non seulement pour sa propre survie, mais aussi pour celle des innocents qui se trouvaient sur le chemin de Doomsday. Le combat atteignit son paroxysme devant le Daily Planet, en plein cœur de Metropolis. Superman, épuisé mais déterminé, lança toute sa puissance contre Doomsday. Les deux adversaires échangèrent un dernier coup surpuissant qui résonna à travers la ville. Lors de cet ultime impact, les deux s'effondrèrent en même temps. Superman, le plus grand héros de la Terre, gisait immobile, sans vie. Son costume était en lambeaux, son corps brisé après avoir donné tout ce qu'il avait. Doomsday, lui aussi, ne bougeait plus. Mais pour la première fois, une force égale à la sienne avait mis fin à son saccage. Ce jour-là, le monde entier assista, impuissant, à la mort de Superman, un événement qui bouleversa l'univers d'ici et changea à jamais la perception du dernier fils de Krypton. L'affrontement entre Superman et Doomsday marqua l'histoire des comics comme l'un des combats les plus épiques jamais racontés. L'image de Superman mort dans les bras de Lois Lane, son emblématique cape rouge flottant comme un linceul, devint une scène légendaire, mais ce n'était pas la fin de Doomsday, ni de Superman. Chapitre 3 : La résurrection et évolution de Doomsday. La mort de Superman fut un choc pour le monde entier. Metropolis pleura son héros et l'univers d'ici lui-même fut ébranlé. Mais ce n'était pas la fin ni pour Superman, ni pour Doomsday. Bien que son corps soit resté immobile après l'ultime affrontement, Doomsday n'était pas vraiment mort. Grâce à son processus d'évolution unique, il développa une résistance à la cause de sa précédente défaite. La mort par un combat à force égale ne fonctionnerait plus contre lui. Son corps en apparence sans vie fut récupéré et envoyé par erreur dans l'espace, dérivant jusqu'à atterrir sur Apocalypse, la planète de Darkseid. Curieux de cette créature qui avait terrassé Superman, Darkseid le confronta, mais même lui ne parvint pas à le contrôler. Doomsday s'adapta rapidement aux attaques d'Apocalypse et devint une menace même pour Darkseid lui-même, forçant le tyran à se débarrasser de lui. De retour sur Terre, après plusieurs affrontements cosmiques, le cadavre de Doomsday fut utilisé pour diverses expériences scientifiques. Certains, comme Lex Luthor, tentèrent de cloner la créature pour exploiter sa puissance, mais sans jamais réussir à recréer l'être parfait. Parfois, Doomsday fut modifié ou affaibli temporairement, mais sa capacité d'adaptation le rendait inévitablement plus fort à chaque retour. Sa puissance atteignit un tel niveau qu'il put même résister à l'énergie des anneaux des Green Lantern, ce qui le rendit encore plus dangereux pour l'univers entier. Dans certaines versions de son histoire, Doomsday finit par développer une forme de conscience. Il n'était plus seulement une bête destructrice, mais un être capable de se souvenir et d'analyser ses ennemis. Il apprit même à parler brièvement, bien que sa soif de destruction ne disparut jamais. Dans l'arc Superman Doomed, Doomsday évolue au point de pouvoir infecter Superman avec un virus transformant lentement l'homme d'acier en une version monstrueuse de lui-même. Dans cette version, l'histoire commence lorsque Doomsday, plus puissant et mortel que jamais, revient sur Terre. Superman n'a pas d'autre choix que de le tuer en l'atomisant, mais en faisant cela, il est infecté par une toxine biologique qui transforme lentement son corps et son esprit en une version encore plus monstrueuse de Doomsday. Alors qu'il lutte pour garder le contrôle, Superman devient de plus en plus brutal et perd peu à peu son humanité, effrayant même ses alliés comme Wonder Woman et Batman. Pendant ce temps, Brainiac en profite pour attaquer la Terre avec une invasion massive. Superman, au bord de la folie, finit par quitter la planète pour éviter de la détruire, mais il comprend vite que le seul moyen de se libérer et d'affronter Brainiac est d'accepter pleinement ce qu'il est. Avec l'aide de Lois Lane, contrôlée temporairement par Brainiac, et de ses amis, Superman parvient à se débarrasser du virus Doomsday et à vaincre Brainiac, sauvant ainsi la Terre. Cependant, cette épreuve l'a changé à jamais, lui faisant comprendre à quel point il est dangereux, même pour ceux qu'il aime. Doomsday n'est jamais totalement éliminé. Peu importe combien de fois il est tué, il finit toujours par revenir plus puissant et plus redoutable que jamais. Chaque affrontement qu'il perd n'est qu'un nouvel apprentissage qui le rend plus difficile à vaincre la fois suivante. Il reste l'un des ennemis les plus redoutables de Superman, un symbole de destruction pure et une preuve vivante que même les héros les plus puissants ont des limites. Chapitre 4 : Héritage et impact dans l'univers d'ici.
Dans son introduction dans les comics, Doomsday est devenu un symbole de destruction absolue et un des plus grands ennemis de Superman. Sa légende s'est construite à travers les nombreux affrontements qu'il a livrés et les ravages qu'il a causés dans l'univers d'ici. Son impact dépasse la simple force brute. Il est l'un des rares adversaires à avoir prouvé que même Superman n'est pas invincible. Son combat avec l'Homme d'Acier a marqué l'histoire des comics et a changé la perception du personnage. Pour beaucoup, Doomsday est la définition même d'un fléau inarrêtable, une force de la nature qui ne peut être ni raisonnée ni arrêtée définitivement. Son combat avec l'Homme d'Acier a eu des répercussions profondes sur l'univers d'ici. La Ligue de Justice a réalisé qu'elle n'était pas toujours en mesure de protéger la Terre. Lex Luthor et d'autres scientifiques ont tenté d'exploiter son ADN pour leurs propres projets, et Superman lui-même a évolué, prenant conscience qu'il devait toujours se dépasser pour protéger le monde des menaces extrêmes. Doomsday n'est pas resté confiné aux pages des comics. Il a été adapté dans plusieurs œuvres, notamment des séries animées. Il est apparu dans Justice League Unlimited, Superman The Animated Series et Young Justice. Également dans des films d'animation comme Superman Doomsday en 2007, inspiré de la mort de Superman, et The Death and Return of Superman en 2018. Il a été aussi présent dans des films live-action comme Batman Superman Dawn of Justice, sorti en 2016, bien que sa version soit totalement différente de celle des comics. Et pour les jeux vidéo, il est un personnage jouable dans Injustice God Among Us et Injustice 2, où il incarne la brutalité pure. Contrairement à d'autres super-vilains, Doomsday ne cherche ni pouvoir ni conquête. Il ne veut qu'une chose, détruire tous ceux qui se trouvent sur son passage. C'est cette nature indomptable qui le rend si effrayant. Sa capacité d'adaptation signifie qu'il ne peut jamais être définitivement vaincu. Chaque fois qu'il revient, il est plus fort, plus résistant et plus dangereux. Cela fait de lui une menace perpétuelle, un adversaire que Superman et les héros de l'univers d'ici doivent toujours surveiller. Doomsday restera dans l'histoire des comics comme l'un des rares êtres à avoir tué Superman, un monstre inarrêtable dont la seule présence suffit à semer la panique. Son héritage est simple mais terrifiant. Lorsque Doomsday apparaît, c'est qu'un monde est sur le point de tomber. On l'appelle fou, monstre, meurtrier. Et peut-être que c'est vrai. Dans un monde aveuglé par les lois et les règles, l'expression brute de l'âme peut bien ressembler à un crime. Il s'appelle Muse. En lui, il voit de l'art, là où les autres ne perçoivent que chaos. Pour lui, le sang est une peinture, les cris une symphonie, et le silence son chef-d'œuvre. Quand le monde détourne les yeux de l'injustice, Muse les garde grands ouverts. Il oblige à regarder, à ressentir, à comprendre. Il ne tue pas au hasard. Chaque victime est choisie, chaque scène minutieusement construite. C'est un acte sacré, une offrande. Son art ne peut être contenu, ni par Daredevil, ni par la peur, pas même par la mort. On peut le haïr, le traquer, le condamner. Mais au fond, personne ne peut détourner les yeux, parce que ce qu'il crée fascine. Il est Muse, et dans cette vidéo, nous allons plonger dans son esprit détraqué et son histoire sanguinaire horrifique. Chapitre 1. La fresque et la chasse. Le message était bref, une adresse sans explication, sans nom, sans menace. Il n'en fallait pas plus pour que Blindspot comprenne qu'une grande menace était à l'horizon. L'entrepôt de Washington 8 avait été condamné depuis des années. Rouille, moisissure, silence. Blindspot entre dans l'entrepôt et ce qu'il y découvre est une scène terriblement sanguinaire et barbare qui lui glace le sang. Pris de stress, il appelle Matt et ce dernier lui demande si tout va bien. Mais le jeune homme lui répond tout simplement de venir sur les lieux le plus vite possible, car il y a un mort et bien plus encore. Ils pénétrèrent tous les deux dans l'entrepôt et les murs de ce dernier étaient peints avec une minutie infernale où s'étalait une fresque immense exécutée avec du sang. Pas de peinture, pas de faux semblants. Des visages déformés par la douleur, des corps disloqués dans des postures symboliques presque religieuses. Certains motifs semblaient danser dans la lumière blafarde, d'autres hurlaient en silence. L'analyse ADN identifia plus d'une centaine de disparus, 113 exactement. Et le responsable de cette horreur était Muse. Ce n'était pas un simple tueur, il était un sculpteur de l'horreur, et pour lui, le sang n'était qu'un pigment. Petit aparté, pendant que je faisais la vidéo, je me suis dit peut-être que beaucoup d'entre vous ne connaissent pas le personnage de Blindspot.
J'ai donc décidé d'intégrer son histoire dans la vidéo. Installé clandestinement dans les quartiers animés de Chinatown, ce jeune homme au nom de Sam Chung vivait dans l'ombre du système. Originaire de Chine, il partageait un petit appartement avec sa mère et sa sœur, tentant bien que mal de leur offrir une vie meilleure. Pour subvenir à leurs besoins, il avait trouvé un emploi discret mais essentiel, agent d'entretien à l'université Columbia. Mais ce n'était pas un simple travailleur de nuit. Doté d'une intelligence exceptionnelle et d'un esprit inventif, il profitait de l'accès au laboratoire de l'université pour mener ses propres expériences. C'est là, entre deux corvées de nettoyage, qu'il mit au point un matériau révolutionnaire capable de devenir invisible sous certaines fréquences lumineuses. Malheureusement, en tant qu'immigrant sans papier, il ne pouvait ni breveter sa découverte, ni en tirer un profit. Face à cette injustice, Sam choisit une autre voie. Il façonna un costume à partir de son invention et se lança dans une lutte secrète contre le crime qui rongeait les rues de Chinatown. Au fil de ses actions, c'est là qu'il croisa la route de Daredevil. Impressionné par sa détermination, ce dernier accepta de le prendre sous son aile et de le former. Sam devint alors Blindspot, un partenaire discret mais redoutable. Et voilà, reprenons maintenant le fil principal de l'histoire. Le propriétaire de l'entrepôt, quant à lui, y voyait un grand intérêt financier avec cette toile morbide. Il décida donc d'ouvrir l'entrepôt moyennant quelques pièces pour que des gens puissent venir observer la toile. Mais une femme s'interposa et elle était décidée à que cela ne se produise pas. Et avec l'aide de Matt, qui était l'adjoint du procureur, elle réussit à y interdire l'accès au public. Quelques semaines plus tard, alors que la ville tentait encore de digérer l'indicible, Muse revint sur les lieux. Il pénétra dans l'entrepôt sans se cacher, avec la lenteur cérémoniale d'un prêtre en procession. Il observa son œuvre, puis il la mutila. Des pans entiers furent recouverts de griffures et de coups de lame. Les visages furent effacés, les symboles détruits. À leur place, il grava une simple phrase répétée comme un mantra. « On est bon qu'à sa dernière performance ». En dessous, une nouvelle adresse, un nouveau piège. Lorsque les forces de l'ordre, accompagnées de Matt Murdock, adjoint du procureur, se rendit à l'endroit indiqué, elles s'attendaient au pire, mais ce qu'elles trouvèrent dépassait toutes les prédictions. Dans l'un des étages d'un bâtiment désaffecté, 6 corps étaient disposés dans une mise en scène grotesque. Des humains enlevés, vidés, déformés, mais présentés dans des postures du quotidien. L'un jouait aux cartes, un autre se lavait les mains. Les corps étaient maintenus droits par des tiges métalliques cousues à leurs vêtements, comme des marionnettes sans volonté. Le silence pesait glacial, puis Matt ressentit une chose, un frisson qui n'avait rien de rationnel, une présence. Muse était là, tout près. Il quitta les lieux précipitamment, prétendant un appel urgent. Mais sous les escaliers, dans l'ombre, Daredevil prit le relais. Il suivit l'odeur du sang séché, les bruits les plus infimes. Muse était rusé, mais Daredevil sentait sa nervosité, son excitation. Et ce dernier l'attendait sur le toit d'un immeuble, les poings serrés. Il ne courut pas, il lança une grenade, un écran de fumée, puis le vide. Il avait disparu. Dans les jours qui suivirent, la police et les journaux se posaient des tas de questions. Qui était Muse? Pourquoi choisir des humains? Et surtout, que voulait-il vraiment? Pour Blindspot et Daredevil, la réponse devenait claire. Muse ne tuait pas pour éliminer, il tuait pour exprimer. Et à ses yeux, être chassé était jouissif, il considérait ça comme une collaboration. Chapitre 2. Aveuglement. Le silence d'un tribunal est un silence particulier, chargé de tension, de jugements suspendus, de vie en équilibre. C'est dans ce silence que Muse frappa. Il ne cria pas, il ne fit pas d'annonce théâtrale. Il entra simplement dans la salle d'audience, traversa les bancs sans se cacher et s'arrêta devant le juge Laird qui venait à peine de commencer l'examen d'un dossier sensible. Celui que lui avait transmis la conseillère municipale Andrea Pearson, une proposition visant à interdire l'accès au public de l'entrepôt de la fresque sanglante. Muse lui posa un couteau sous la gorge, puis tout bascula. Des cris, une bousculade, une porte arrachée. Le juge fut enlevé en plein jour devant des dizaines de témoins. La police fut impuissante. Pearson disparut quelques heures plus tard, emporté par des mains inconnues. 2 policiers chargés de sa sécurité connurent le même sort. Muse les avait tous réunis sous la ville, dans les entrailles sales des égouts de New York. Une salle improvisée, éclairée par des lumières tremblantes.
L'air était humide, irrespirable. Pour Muse, ce n'était pas une prise d'otage, c'était une préparation, une œuvre en gestation. Pour commencer son œuvre, il arracha cruellement et sans hésiter l'oreille d'un des policiers, sous les yeux choqués des autres otages. Mais il n'était pas seul à arpenter les ténèbres. Blindspot, qui avait été témoin de l'enlèvement du juge, avait immédiatement pris la décision de le suivre. Il connaissait les méthodes de Muse, le temps était compté. Son costume de haute technologie capable de le rendre invisible était son seul avantage. Il s'enfonça dans les tunnels, évitant les pièges tendus à la hâte par le tueur, traquant son odeur comme un chasseur dans un labyrinthe. Il repéra rapidement la pièce, le souffle des prisonniers, leurs battements de cœur. Tout lui parvint dans un silence saturé de tension. Il attendit le bon moment, puis se faufila à l'intérieur. Il désactiva les chaînes, libéra le juge, rassura Andrea Pearson, leur murmura de ne pas faire de bruit. Il guida tout le monde vers une sortie d'évacuation connue de peu. Mais ce n'était pas terminé. Muse n'était pas loin. Blindspot le savait. Il prit une décision risquée. Il rebroussa chemin. Pas pour se battre, mais pour le distraire. Dans les galeries, il se rendit visible un instant, déclenchant la traque. Muse bondit à sa poursuite avec une férocité presque enfantine, comme un prédateur qui s'amuse avant de tuer. Il riait dans les tunnels, lançait des fragments de phrases, des mots sans sens pour semer la confusion. Blindspot courait, sautait par-dessus les tuyaux, glissait dans les caniveaux, invisible un instant, visible l'instant d'après. Il jouait avec les limites de sa technologie, puis le signal de son costume clignota. Les batteries lâchèrent, l'invisibilité se dissipa. Muse le rattrapa à la sortie des égouts, comme une ombre surgissant du néant. Pas de coup direct, pas d'attaque brutale. Il le regarda simplement. « Tu es magnifique dans la peur », dit-il, puis le silence. Le grenier où il fut emmené était vide, poussiéreux, mais les murs étaient recouverts de croquis, de visages en décomposition, d'ébauches de membres, de plans de scène, de cerveaux suspendus au plafond, de mots griffonnés à l'encre noire. Écorce, immolation, renaissance, cicatrice. Blindspot était assis sur le sol, bâillonné, ligoté. Il sentait que Muse tournait autour de lui comme un vautour contemplatif. Il parlait de lumière, de vérité. Il disait que les yeux n'étaient que des filtres, que voir c'était trahir. Alors, d'un geste qui n'avait rien d'une colère, Muse s'accroupit, puis il commit un acte horrible. Il glissa ses deux doigts dans les orbites de Blindspot, lui crevant lentement les deux yeux. Un seul mot, silence, puis la douleur, l'obscurité, le néant. Daredevil arriva trop tard. Il suivit les traces, les cris étouffés, l'odeur du sang frais. Il entra en furie, mais Muse s'était déjà échappé. Il n'avait laissé derrière lui qu'un corps mutilé, une œuvre incomplète. Chapitre 3. Cendres. Il pleuvait sur New York, une pluie grise, lourde, épaisse, comme si le ciel lui-même essayait de laver la ville de son péché. Mais rien n'effaçait ce que Muse laissait derrière lui. Daredevil courait, guidé par ses sens. Il suivait une trace invisible, un fil de douleur qui serpentait à travers les murs, les sous-sols, les artères abandonnées d'un immeuble industriel. Chaque pas le rapprochait d'une scène qu'il redoutait déjà. Muse fuyait, mais pas vraiment. Il se déplaçait comme un danseur au bord du gouffre, préparant le dernier acte de sa performance. Au sommet du bâtiment, il avait suspendu les corps. Pas morts, pas encore. Les disparus de la fresque originelle, toujours vivants, vidés de leur sang, nourris par perfusion, tenus en vie par la volonté morbide d'un esprit malade. Muse les avait maintenus là, comme des partitions inachevées, une galerie d'agonie. En coupant les cordes, il provoqua un chaos calculé. Les corps tombèrent, gémissements, hurlements, os brisés. Une diversion, un mur vivant entre lui et Daredevil. Mais cette fois, il n'était pas seul à le traquer. Les Inhumains, envoyés en renfort, encerclèrent déjà le bâtiment. Muse gravit les escaliers vers le toit, haletant, et se retrouva face à eux. Pas de discours, pas de résistance. Il leva les bras et il se laissa menotter. Daredevil arriva quelques secondes plus tard. Son souffle était lourd, son visage crispé. Il sentait sous ses gants le sang de Blindspot. Muse tourna lentement la tête vers lui. « Tu voulais que je m'arrête ?» murmura-t-il. « Alors regarde !» Et sans prévenir, il se brisa les doigts, un à un. Le craquement des os résonna plus fort que n'importe quelle sirène.
Ce n'est pas la punition qui me brise, dit-il, c'est l'interdiction de créer. Ses mains pendaient, inutiles, comme des pinceaux abîmés. Daredevil le fixa un instant sans un mot, puis il retira le masque de Muse. Ce visage, gris, sans émotion, des yeux sombres comme les ténèbres, avec un regard complètement vide. On l'enferma à New Attilan, dans une cellule de haute sécurité. Ses mains finirent par guérir, mais son regard resta fixe au plafond, comme s'il voyait encore danser les flammes de son œuvre inachevée. Puis vint Wilson Fisk, nouvel élu maire de New York. Avec lui, la guerre contre les justiciers reprit de plus belle. Pour Muse, ce fut un déclic. Voir Daredevil se battre malgré la loi, la haine, la peur, c'était sublime. Ce n'était plus un adversaire, c'était une muse. Alors l'idée s'imposa, s'évader, créer un nouveau, offrir un hommage final à cette ville qui refusait de le comprendre. La fuite fut sanglante, 12 gardes tués, Muse s'échappa, puis disparut dans les entrailles de Manhattan. Les jours suivants, il réapparut, pas en personne, mais sur les murs. Des fresques géantes apparurent en pleine nuit. She-Hulk, Luke Cage, Spider-Man et Daredevil toujours au centre. À chaque fois, les visages étaient torturés, déformés, pleins de souffrance et de grandeur. À chaque fois, Muse y intégrait quelque chose de vivant. Des os, des cheveux, des morceaux de chair. Puis vint la fresque du Punisher, peinte sur le mur du Bronx au petit matin. 8 policiers avaient tenté de l'arrêter, aucun n'avait survécu. Leur corps fut découpé, intégré à l'œuvre. Le maire Fisk exploita le drame immédiatement. Il accusa le Punisher, démonisa tous les justiciers. Muse lui observait, fasciné. Mais quelque part dans l'ombre, Blindspot s'était relevé. Grâce à la main, il avait retrouvé la vue, et plus encore. Il avait été transformé, marqué par quelque chose d'ancien, de sombre. Il n'était plus le même. Pour attirer Muse, il vandalisa l'une de ses fresques. Le message était clair. Tu n'es plus le seul à pouvoir créer. Muse ne résista pas à l'appel. Il apparut dans le dos de Blindspot et d'un coup sec, le poussa dans le vide. Mais Sam se rattrapa de justesse grâce à un escalier en contrebas. Muse, assis sur le bord de l'immeuble, l'observait, assez intrigué de le voir devant lui vivant, alors qu'il pensait qu'il était mort. Il se réjouissait de cette situation, car il estimait qu'il pourrait enfin finir son travail. Le combat fut brutal, animal, presque sacré. Les deux hommes se déchirèrent sous le ciel au sommet d'un immeuble éventré. Muse prit rapidement l'avantage. Il connaissait Blindspot, il l'avait brisé autrefois. Mais ce dernier n'était plus un simple homme. Un instant, la bête de la main prit le dessus, une énergie noire, un pouvoir ancien, et Muse fut vaincu. Mais Blindspot ne le tua pas. Il recula, refusa de lui offrir ce qu'il réclamait. Muse s'effondra, pas à cause des coups, mais à cause du refus. « Tu aurais dû me finir, dit-il. C'est ma fin, c'était mon histoire. » Il se releva lentement, marcha dans les décombres, flammes, cendres, peinture détruite. Puis il entra dans le feu, sans un cri, sans peur. Ses derniers mots furent pour lui-même « Tant de beauté, inachevé. » Plus tard, Muse se retrouva en enfer, et il s'exprima de nouveau. « Je suis ici, en enfer, loin de la lumière. Mais je crée encore avec la douleur pour pinceau. Et bientôt, grâce à Morgan, le monde me verra à nouveau. » Bien sûr, je ferai une prochaine vidéo sur lui qui reviendra pour commettre de nouveaux ses crimes, mais assez différemment. J'attends juste que le comic soit fini pour pouvoir justement me pencher sur le sujet. En tout cas, j'espère que ces histoires vous ont plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à liker et à booster. Cela m'aide énormément pour le référencement. En attendant, nous on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Sur ce, prenez soin de vous et de vos familles. Peace out.